Alors, bonjour tout le monde. Merci de venir nous voir ce matin. Nous avons parlé avec certains voisins de la rue actuellement qui sont en fait tout près de, comme vous le savez, potentiellement la montée des eaux. Ce que j'entends que les citoyens sont assez résilients, pas trop inquiets. Ils sont contents de voir que il y a des mesures qui ont été prises déjà depuis quelques jours pour assurer justement en prévention la montée des eaux potentielles qui peut arriver. On est prêt à réagir. Il y a le service de commandement qui est déjà sur le terrain maintenant. Jim était hier à Pierrefonds, a fait du porte-à-porte aussi dans Pierrefonds. Donc, on est pas mal prêt à réagir si jamais les eaux arriveraient à monter autant du niveau qui est en ce moment potentiellement 2017-2019. On verra ce qui va arriver dans les prochains jours. Mais nous, on est prêt à réagir sur le terrain, là. Tout est prêt. Les livraisons des sacs de sable, livraisons de pompes ont été faites aussi. Jim pourra peut-être vous en parler un petit peu plus. So just quickly, we we knocked on a few doors. Citizens here are very, citizens are resilient. They know where they live and the potential risk of having the water come up, but we're ready to respond to that. There's a commandment unit on the ground since yesterday, full time. And Jim was at Pierrefonds talking to a couple of citizens there too. We did the delivery of sand and pumps has been done. So we're ready to intervene if we have to intervene. And I'll let Jim give you a few words. Vas-y, Jim. Merci. Bonjour tout le monde. Vous savez, notre rôle, c'est de rassurer la population et de faire le plus possible, humainement possible, de protéger les secteurs. Et c'est pour cette raison, chaque printemps, depuis 2017, on surveille de près la situation au niveau des débits. Débits d'eau augmentent rapidement, puis dimanche, ils annoncent quand même les hauteurs qu'on n'a pas vues dernièrement. Ça veut dire que les gestes qu'on pose sur le terrain, ça veut dire les modulaires, les barrages portatifs, les sacs de sable, la communication avec les citoyens qui demeurent dans ces secteurs-là pour expliquer leurs responsabilités. Oui, nous, on fait le plus possible au niveau du domaine public, mais les résidents ont la responsabilité aussi de protéger leurs biens. À Pierrefonds, on a installé déjà avec l'aide d'École Bleue un travail extraordinaire qu'ils font depuis avant hier, mais la préparation pour tout ça a commencé au mois de mars, selon les plans d'intervention locale et les plans d'intervention du CCME. On fait le travail en collaboration avec les autorités pour s'assurer qu'on pose des bons gestes sur le terrain. Ceci étant dit, on a rencontré les résidents hier dans le secteur. Les gens, ils savent déjà quoi faire, les gens qui sont là depuis toutes ces années. Ils ont plus d'informations que nous des fois parce qu'ils sont habitués de voir la rivière. On compte sur l'information qu'ils nous donnent aussi. In Pierrefonds-Roxborough, we have started the work that began actually mid-March, not only to follow our intervention plan locally, but also the intervention plan of the CCMU. And that clearly dictates the action that we take throughout the territory, knowing that the area is so vast that we have to really be strategic in the way that we apply our actions. We met with residents as well on the ground. We reassured them. And as I mentioned in French, our role is to reassure the public and to demonstrate that we do everything humanly possible to protect the sectors and the well-being of our communities. And this is what we've done since day one. We have pumps on standby, we have pumps on delivery, we have hundreds and hundreds of pallets of sand that are on delivery and will be deployed when is necessary. Sunday, they're announcing the water level to be at its highest this spring, which may lead us in Pierrefonds, for example, to have to close L'Anse-à-l'Homme and the Senneville Bridge that connects Senneville to Pierrefonds. And there are other decisions that will have to be made when the time comes. But those are the realities that we live with every spring, and this year is no different. Je passe la parole maintenant à Mme Giano. Oui, bonjour. Alors, on est sur la rue Notre-Dame-des-Anges à Cartierville.
Alors, c'est la première rue où on intervient à chaque année. La digue qu'on voit ici, on intervient à tous les ans. Puis cette année, même un peu plus tôt, on est allé visiter les voisins, les résidents autour qui ne sont pas inquiets. On est ici aussi pour les sensibiliser, pour être sûr qu'ils sont prêts et qu'ils savent comment se préparer. Et du côté des travaux publics, et aussi avec mes collègues, on surveille le niveau de rivière. Alors, on est prêt à intervenir à tout moment. Et la même chose en cas et lieu si on a besoin de livrer les sacs de sable. So we're here in Bordeaux-Cartierville on Notre-Dame-des-Anges Street. It's the lowest street of the entire borough of Hunsett-Cartierville, where we always make sure to build this dike. And we make sure to do so every year. This year we did it a little earlier. The neighbors were happy about it. They seem reassured. And we're here to also speak to them, make sure they know what they need to do to protect their home. And we're ready. We're monitoring the river, and our public works team as well is ready to have to deliver the sandbags whenever, if and when needed. Thank you. Richard, tu veux-tu dire un mot? Je ne veux pas te mettre sur le spot. Parfait. Philippe Bonneville, 98.5 FM, Cogeco. Madame la mairesse, quel est votre niveau d'inquiétude à ce moment-ci? On parle de dimanche où on atteindrait le plus haut niveau depuis un bout de temps. Depuis quand, justement, c'est pas monté aussi haut? Quel est votre niveau d'inquiétude par rapport à la situation pour les prochains jours? Bien, c'est sûr qu'il faut être très vigilant. Je parlais tout à l'heure avec M. Richard sur... c'est pas tant la pluie qui nous tombe dessus, qui, oui, est un enjeu, mais c'est aussi tout ce qui se passe en amont, donc dans l'Outaouais, donc les versants qui peuvent finalement descendre puis augmenter les niveaux de rivière. Donc, c'est pas tant aussi la température qui se passe ici, mais qu'est-ce qui se passe en amont qui va arriver vers nous. Donc, on va le surveiller. Oui, ce qu'on a comme information, c'est que ça peut arriver comme les niveaux de 2017-2019. Mais vous savez, on est prêt à réagir. On a fait un peu la même chose quand on a eu la potentielle crise de verglas qui nous est supposément allée nous tomber sur la tête il y a quelques semaines. On était prêt, c'est pas arrivé, tant mieux. Donc, on n'est pas ici en train de dire qu'on veut que ça arrive. On est en train de dire qu'on est prêt si jamais ça arrive. Puis c'est tout ce qu'on peut espérer pour le moment. Pour M. le directeur, les secteurs les plus critiques présentement, où on a le plus de surveillance à faire autour de l'île? Mais dans le fond, on surveille partout, puis on surveille en temps réel les débits en amont, donc la rivière des Prairies, le barrage à Carillon, c'est les débits en amont qui dictent qu'est-ce qui va se passer ici, puis on connaît tous les points d'entrée. Donc évidemment, il y a des secteurs dans Hunsett-Cartierville, Pierrefonds-Roxborough, Île-Bizarre est très touché. Aussi Senneville, puis aussi dans l'ouest de l'île, on surveille les niveaux des lacs, donc à Pointe-Claire, dans l'Art des Ormeaux, et il y a des risques là-bas aussi. Donc, on surveille le tout en temps réel avec l'ensemble des partenaires et on connaît déjà les moyens de protection qui doivent être mis à quel niveau de débit qu'on surveille en temps réel. Peut-être, Richard, tu veux parler au Jim. On parlait tout à l'heure notamment certains ponts qui pourraient potentiellement être fermés. Le pont de l'île Mercier. Bon, c'est un exemple. Donc, on verra d'ici dimanche si on doit les fermer. C'est ça qu'on surveille aussi. Puis ça, mais ça amène d'autres enjeux. L'enjeu d'assurer qu'il va y avoir un soutien en termes d'urgence, ambulance, incendie. Une fois que le pont est fermé, bien, comment on s'assure que la population a quand même un soutien au niveau des urgences. Fait que ça, c'est le genre de préoccupation qu'on va avoir en ce moment par rapport... Mais pour le moment, on n'en est pas là, mais c'est le genre de situation qu'on garde. Je ne sais pas si tu veux complémenter. Mais on a un centre d'opération sur site qui est déjà planifié. On prépare déjà pour mettre en place des équipes de sauvetage nautique au cas où on doit déployer pour protéger les résidents de l'île Mercier si jamais le pont n'est plus passable. Donc, tout est déjà planifié en amont, puis on prépare les équipes déjà à se mettre en place au cas où. Et les moyens de protection sont faits en planification, en préparation, mais on est prêt à réagir également lorsqu'on fait des constats terrain avec des fermetures de rue si nécessaire.
C'est une excellente question parce que depuis 2017, on utilisait des sacs de sable. Et si je peux vous donner l'exemple de qu'est-ce qui est en arrière ici, imaginez le nombre de sacs et le nombre d'heures que ça prend pour poser une digue comme ça. Chez nous, on a investi à peu près 1,5 million pour acheter 3 types de barrages modulaires en plastique qui remplacent des centaines de milliers de sacs de sable et ça prend quelques heures. Hier, on a fait un tronçon d'à peu près 1 kilomètre avec ce système qui a pris à peu près 8 heures, 10 heures de temps avec une équipe quand même minime pour les installer. Ça veut dire que oui, on utilise les sacs de sable quand c'est difficile, mais ça existe la technologie. Et je vais vous juste dire une anecdote. L'année dernière, j'étais à New Orleans pour un voyage parce que je voulais voir, suite à Katrina, qu'est-ce que la ville fait. Et dans le fond, qu'est-ce que j'ai constaté, c'est qu'ils ont exactement les mêmes barrages en plastique en New Orleans pour protéger la ville qu'on a à Pierrefonds. Maintenant, on a beaucoup de travail à faire parce qu'il faut analyser quand même les besoins. Ce n'est pas les lignes droites. Des fois, on passe à travers des maisons et c'est ça qu'on fait chez nous. Est-ce que ça va fonctionner ici ou ailleurs? Peut-être pas. Mais c'est ça l'analyse qu'on va faire avec notre administration, bien sûr, pour s'assurer que tout le monde a l'équipement nécessaire. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans l'aménagement du territoire, au-delà de l'équipement, qu'on peut changer dans l'autre Oui. En fait, vous savez, je suis présidente de la CMM aussi, donc 82 municipalités. La CMM a eu le mandat de cartographier les zones inondables et humides. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'effectivement, quand tu décides de faire une mesure permanente quelque part, bien, c'est quoi l'impact ailleurs? Parce que l'eau cherche une façon de bouger, là. Fait que, donc, il va y avoir une réflexion éventuellement sur qu'est-ce qu'on fait après ça. Puis de savoir c'est quoi les aménagements qu'on peut faire. Parce que oui, on peut se poser la question ici de dire, bien, est-ce qu'on fait quelque chose de permanent? Mais c'est quoi l'impact ailleurs que ça va avoir, ce que je vais faire ici? Donc, c'est une étape à la fois. Là, la cartographie, la CMM, y travaille, elle est déjà pas mal avancée. Puis je vais d'ailleurs m'entretenir avec le directeur de la CMM pour parler à d'autres maires de d'autres municipalités qui vivent un petit peu en ce moment la même situation que Montréal et l'ouest de l'île. Mais ça va faire partie effectivement des choses qu'on va regarder dans les prochaines années parce que ça va demander sensiblement quand même, on peut se l'imaginer, beaucoup d'investissements. Valérie Gendron de Radio-Canada, justement, je fais du millage un peu là-dessus parce que plusieurs citoyens qui vivent des inondations en répétition qui se demandent pourquoi les villes, en l'occurrence la vôtre, ne décident pas d'aller de l'avant avec des mesures permanentes parce qu'à chaque fois, c'est à recommencer. Puis sur le plan financier, est-ce qu'à long terme, ce ne serait pas plus avantageux? Bien, la réponse, c'est qu'il faut le regarder effectivement, mais en même temps, il faut regarder c'est quoi l'impact de la mesure permanente que tu prends qui ne va pas avoir un impact sur quelqu'un actuellement qui ne vit pas d'inondation. Les zones inondables, c'est ça que ça va servir de voir. C'est quoi les cours d'eau, où ça monte, puis c'est quoi les interventions, tu commences par où? Tu sais, un peu ce qui est arrivé, c'est donc que tu parles de New Orleans, mais New Orleans, quand ils ont fait la digue, puis la digue a brisé, le poids de la digue a fait que bien, il y a des zones qui ont été inondées qui n'avaient jamais été inondées avant. C'était une mesure permanente qui avait été faite à New Orleans. C'est un peu la même réflexion qu'on doit avoir ici. Ceci étant dit, puis Effie me faisait penser que vous voyez en face de la rivière, il y a eu beaucoup de constructions de l'autre côté. Bien, quand tu as des constructions comme ça, l'eau n'est plus absorbée par le sol. Il s'en va directement dans les rivières. Donc, actuellement, ça aussi, c'est des enjeux. La construction sur les bords de rive, c'est un enjeu quand on n'a plus de sol qui absorbe l'eau qui arrive. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser sur... Mais cette cartographie va nous permettre d'avoir ces conversations-là dans les prochaines années. Rapidement, est-ce que vous iriez même jusqu'à interdire les constructions de... Bien, il y a certaines... Bien, vous savez, il y a certaines régions au Québec où c'est interdit maintenant de construire sur les bords de rive. Maintenant, il faut se poser les questions sur comment on protège les citoyens qui habitent déjà là, qui sont dans des zones inondables. Comment on assure qu'effectivement, on va limiter la construction sur potentiellement des zones qui peuvent être inondables. On ne peut pas penser qu'on va construire des maisons sur potentiellement des zones inondables, là. Je pense qu'il faut être réaliste. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de vous donner une réponse particulière parce que on est une province, une ville d'eau, là. On est une île. Les gens l'oublient, là, mais on est une île. Il y a de l'eau tout autour. C'est ça. Bonjour, Benoît Chapelain, Oui. Radio-Canada. Jean
j'enchaînerai sur ce que M. Baisse mentionnait, des barrages en plastique. En termes de coût d'opération, pour vous nous expliquer un peu, j'imagine que c'est économique, 25 de sable en main-d'œuvre. Je ne peux pas vous dire un coût exact, mais je peux vous dire que les sacs de sable, quand ils sont utilisés, on a maintenant le niveau de décontamination. Puis les sacs, on ne peut pas les mettre n'importe où. On a un coût associé à ça. Pas juste les heures pour placer les sacs-là, mais c'est pour les sortir après des zones inondables. Les modulaires que je parle, les barrages en plastique, oui, il y a un coût associé pour l'achat de cet équipement, mais on l'entrepose et on l'utilise année après année. Ça veut dire qu'on ne sauve pas juste les heures de main-d'œuvre que ça prend, mais aussi l'efficacité de ces murs-là. Ça fonctionne très bien parce qu'on a la preuve chez nous. Depuis 2017, on a eu 900 maisons à peu près inondées parce qu'on n'avait pas de système en place. Depuis l'achat de ces équipements-là, même avec les inondations historiques en 2019, on a descendu ça à peu près à 40 à 50 maisons. Ça veut dire on sait quoi faire nécessairement sur le terrain avec le modulaire qu'on a. L'enjeu qu'on a, c'est maintenant année après année. Et c'est ça l'évaluation qu'on va faire. C'est pas juste chez nous. On a l'île Bizarre-Sainte-Geneviève, on a ici à Cartierville, on a les Villiers aussi qui ont des mêmes enjeux que nous des fois. On a l'ouest de l'île aussi, côté de Lac-Saint-Louis aussi, qui peuvent être affectés. Ça veut dire que ça prend vraiment une conversation, comme la mairesse dit, entre nous avec le CMM et plusieurs maires, pas juste de la Ville de Montréal, mais la Couronne aussi, parce que les villes de Québec sont partout touchées, comme vous avez constaté aux nouvelles. Qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces possibilités-là? Est-ce que vous allez étendre les barrages en plastique ou modulaires à l'ensemble des arrondissements touchés? Bien, je vais parler avec la CMM. Je pense que c'est une plus grande conversation à savoir comment on se dote d'outils justement qui nous donnent l'agilité, l'efficacité, de répondre rapidement en prévention, en pouvant installer, comme dit Jim, des digues, des barrages temporaires rapidement. C'est pas tous les barrages qui sont nécessaires partout non plus. T'sais, fait qu'il n'y a pas une seule solution qu'on va étendre partout. Effie, elle me parlait, tu veux à la rue Crevier, peut-être? Bien, en fait, si vous faites un tour, c'est pas très loin d'ici. Le muret de protection a été terminé sur la rue Crevier, alors qu'il part de la rivière jusqu'au boulevard Gouin. Alors, la rivière allait dans le terrain de l'hôpital Albert-Prévost et inondait la rue Crevier. Alors, tout récemment, on a terminé le muret de protection. Alors, ça, c'est une mesure qui n'est pas nécessairement sur la rivière, mais qui aide à protéger la rue par l'eau qui passait dans le terrain de l'hôpital Albert-Prévost. Alors, je vais aller faire un tour pour voir. Oui, en fait, je veux savoir que pour cette fin de semaine, si jamais on a à fermer le pont Messie, puis juste répondre un peu plus par là. Oui. Est-ce qu'on pourrait savoir plus tôt, à quel moment est-ce qu'on pourrait savoir si ces fermetures-là ont à arriver? On a des gens qui surveillent ça de façon vraiment aux heures. Donc, je ne pourrais pas, moi, vous dire exactement à quel moment, mais peut-être que Charles, tu peux donner un petit peu plus de détails là-dessus. Dans le fond, on connaît les débits d'eau qui mènent à cette fermeture-là, mais aussi on travaille avec les résidents de l'île Mercier qui sont très habitués à gérer ces inondations et ces montées d'eau. Et aussitôt qu'on détermine que ce n'est plus sécuritaire de traverser le pont parce que l'eau couvre la structure du pont, mais là, c'est à ce moment-là qu'on décide de le fermer. On va essayer de vous tenir au courant en temps réel le plus possible, mais les résidents de l'île Mercier sont très habitués et on est en communication constante avec eux. Vous avez dit des ponts. Est-ce qu'il y a d'autres ponts à risque? Bien, pour l'instant, l'île Mercier, c'est le premier pont qui risque d'être inondé. Les autres ponts, comme le pont à l'île Bizarre, n'est pas à risque. Mais on surveille l'ensemble des rues. Il y a aussi à Senneville qu'on surveille pour des fermetures de rues et un pont à différents niveaux. Mais on juge tout ça en temps réel parce que les débits sont une chose, mais cette année, les niveaux d'eau ont été un peu plus bas au départ. Donc, même avec des débits importants, les niveaux d'eau n'ont pas monté autant que dans des années antérieures. Sauf que tout dépend de la température, et pas juste la température ici, aussi la météo en amont puis dans les bassins versants. Donc, on surveille le tout en temps réel. Puis, juste avant qu'on passe aux questions en anglais, Mme la mairesse, je voudrais vous entendre sur la grève des cols bleus. Ce matin, ils étaient devant l'hôtel de ville, hier également.
Qu'est-ce que vous répondez aux col bleus, mais aussi aux citoyens qui ont dû changer de trajet, qui sont peut-être arrivés en retard au travail? Ce que j'ai répondu, c'est que je dis, nous, on veut négocier avec les cols bleus. Moi, je crois au travail des cols bleus. Je l'ai dit durant la campagne. J'ai été très critique sur le fait que l'ancienne administration avait embauché énormément de cadres et professionnels, beaucoup moins de cols bleus. Je pense qu'il y a un changement à faire de comment on travaille à la ville. Effectivement, avoir moins de contrôles privés, renforcer notre régie interne. Et ça, j'y crois. Maintenant, le cadre financier de la ville, il est ce qu'il est. J'ai dit, et on a une très bonne communication avec l'école bleue. Jean-Pierre, d'ailleurs, on s'est avant la grève texté à quelques reprises directement. Je crois à cette communication avec nos cols bleus puis avec nos syndicats. Nous, on est en train de négocier 7 conventions collectives. Le cadre financier de la ville, il est difficile. Notre position a été très claire avec tous les syndicats. Notre compte financier, c'est 11 sur 5 ans. Vous savez que Montréal a un déficit structurel sur les 3-4 prochaines années qu'on devra affronter de front. Et donc, les négociations vont être difficiles, j'en conviens, mais on doit être à la table puis on doit négocier, puis c'est ce que je dis au col bleu. En fait, pour le moment, j'ai pas besoin. On a eu une entente en cours sur les services essentiels. D'ailleurs, je tiens à les remercier. On a fait appel à eux pour venir aider au niveau des inondations. Il y a 40 cols bleus qui sont venus aider à mettre en place les mesures de prévention sur les inondations. Donc, somme toute, la conversation au niveau des services essentiels, elle est là. Donc, j'ai pas besoin de faire appel aux lois que Québec a mis en place. Ce que je dis au col bleu, c'est, je sais que cette négociation, elle est difficile. Le contexte financier inflationniste, il est difficile pour tous les travailleurs, pour tous les citoyens, incluant les Montréalais et Montréalaises. Puis, il faut s'assurer qu'on est à la table et qu'on négocie.